Ben, bonjour d'abord à vous tous. Merci de m'accueillir aussi chaleureusement, aussi gentiment, aussi, j'allais dire, affectueusement, peut-être. Ça fait du bien. Plus fort. Et le micro, là, je parle pas bien dans le micro? Là, c'est mieux? Là, ça vous va tous? Alors, je vais essayer de m'y atteler. Écoutez, je suis toujours très content de venir là. J'étais venu il y a 2 ans pour le suicide français et j'avais parlé dans cette salle d'ailleurs aussi. Je suis toujours très heureux. Alors c'est un peu long pour venir, mais après on est content. Alors que vous dire? Écoutez, j'ai les 2 titres sur la couverture du livre vous disent tout. Le premier, le titre, c'est « Un quinquennat pour rien ». Le second, c'est « Chronique de la guerre de civilisation ». Un quinquennat pour rien, vous avez vu que même François Hollande est finalement d'accord avec moi, puisqu'il ne peut pas se représenter. Oui, il a mis du temps à être d'accord avec moi, mais bon, tout arrive. Et vous riez, mais il est même d'accord avec moi une 2e fois. C'est que dans un dernier livre qui vient de sortir, avec ses confidences, à un moment, les 2 journalistes lui parlent d'immigration et le président de la République lui-même dit « Oui, on a un gros problème avec l'islam et tout ça finira par une partition ». Le président de la République française, ancien chef du Parti socialiste, qui dit « Tout ça finira par une partition ». Moi, j'ai une thèse depuis quelques jours, depuis que l'annonce de sa renonciation. Je pense qu'il renonce parce qu'il voit trop lucidement ce qui va arriver et il ne veut pas en être. Alors c'est peut-être une explication un peu alambiquée, mais j'y crois sérieusement. Je pense qu'il a compris que nous allions vivre des temps nouveaux. Et il n'est pas de taille à les affronter, il n'est pas de taille personnellement, et surtout, son héritage, son corpus intellectuel, son corpus philosophique, je dirais, même si c'est beaucoup parlé pour lui. Mais en tout cas, on dit aujourd'hui son logiciel. Vous savez, c'est une nouvelle expression. Voilà, c'est l'expression à la mode. Son logiciel, qui est hérité de Jacques Delors, qui est hérité du mouvement antiraciste des années 70, des années 80, son logiciel n'est pas adapté aux temps qui viennent. Et ça, je suis très sérieux là, je ne plaisante plus. Je pense vraiment qu'il y a un changement d'époque. On est en train de vivre un changement d'époque avec le Brexit, avec la victoire de Trump. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qui va se passer en Italie, en Autriche, demain en France. Je pense que les peuples se réveillent. Voilà, les peuples se réveillent. Pourquoi les peuples se réveillent? Parce qu'ils ne veulent pas mourir. C'est ce que je m'évertue à expliquer depuis des années quand on me traite de populiste. Il faut revendiquer le terme de populiste. Cette insulte, il faut en faire un cri de guerre. Le populisme, c'est les peuples qui ne veulent pas mourir, qui ne veulent pas renoncer à leur mode de vie, à leur art de vivre, à leur héritage, à leur histoire, à leur culture. C'est tout à fait honorable. C'est tout à fait honorable et les peuples ne doivent pas céder. Ils ne doivent pas se coucher depuis des dizaines d'années, malheureusement, aveuglés par la prospérité, par la consommation, par un certain abêtissement, je dirais, médiatique. Les peuples se sont laissés envoûter, se sont laissés aliéner et ils ont dû, se coucher devant l'idéologie dominante. Je pense qu'aujourd'hui, les peuples se réveillent. Et c'est ça la grande nouvelle. Et je pense que le renoncement de Hollande fait partie de ce réveil, c'est une conséquence de ce réveil. Alors, pourquoi ce réveil? Pourquoi ce réveil? Qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, et c'est pour ça que je vous parlais de mon bandeau chronique d'une guerre de civilisation, nous vivons un temps pas simple, un temps difficile, un temps qui annonce des mouvements
des mouvements peut-être violents, peut-être sanglants. Nous vivons le temps des guerres de civilisation. En vérité, nous devons nous confronter à deux guerres de civilisation. C'est là que c'est compliqué, c'est là que le grand américain Samuel Huntington avait une intuition et une préscience remarquable, puisqu'il écrivait ça dès les années 90. Nous avons deux grandes guerres de civilisation. Nous avons une guerre de civilisation qui nous touche par ricochet, si j'ose dire. C'est le grand réveil, le grand retour de la Chine sur la scène mondiale. Vous savez, la Chine, c'était la grande puissance mondiale jusqu'au XVIIe siècle, XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle encore, on estime que la richesse de la Chine représente un tiers de la richesse mondiale. Et puis, ils sont écrasés par les anglo-saxons, par les Américains, ils sont découpés en morceaux par les puissances coloniales. C'est le siècle de la grande humiliation pour eux au XIXe siècle. Et au XXe siècle, ils se réveillent. Vous connaissez, je ne vais pas vous refaire toute l'histoire. Et aujourd'hui, ils sont devenus, depuis quelques jours, la première puissance économique du monde, devant les États-Unis d'Amérique. Alors évidemment, leur population n'est pas aussi riche que celle des États-Unis d'Amérique, hein, vous avez bien compris la différence. Mais collectivement, nationalement, leur richesse nationale a dépassé celle des États-Unis. C'est un choc inouï. C'est la fin d'une parenthèse de 3 siècles. Et pour les Chinois, leur objectif est simple, c'est retrouver leur place qu'ils occupaient en 1750. C'est-à-dire 30% de la richesse nationale. Oui, c'est pas rien. Et avec tout ce qui va avec, c'est-à-dire avec tout ce qui va avec de puissance militaire. Il faut bien que vous compreniez que ce retour est absolument inadmissible pour la puissance dominante américaine. Et donc la puissance dominante américaine ne laissera pas faire. Ça, c'est notre première guerre de civilisation. Première guerre de civilisation, d'ailleurs, qui ressemble beaucoup à ce qu'on a connu dans le passé, entre les affrontements entre la France et l'Angleterre, sous Louis XIV, sous Napoléon. À chaque fois, il y a un affrontement entre la puissance terrienne et la puissance maritime, la puissance terrienne étant la France, la puissance maritime étant l'Angleterre. Et puis il y a eu un autre affrontement entre l'Allemagne, nouvelle puissance continentale, terrienne, et l'Angleterre, puissance maritime. Et à chaque fois, la stratégie des puissances maritimes impériales a été la même, c'est-à-dire coaliser tous les pays autour de la puissance continentale dominante pour finalement abattre cette puissance continentale. C'est la stratégie de l'Angleterre qui a coalisé tous les pays d'Europe contre Louis XIV, qui a coalisé tous les pays d'Europe contre Napoléon, qui a coalisé tous les pays d'Europe, dont la France, contre l'Allemagne de Guillaume II, puis celle d'Hitler. Vous voyez, c'est une histoire assez classique, assez traditionnelle, des stratégies qui se ressemblent beaucoup. Et les Américains aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils coalisent les pays d'Asie du Sud-Est, l'Asie en général, le Japon, le Vietnam, les Philippines, contre la Chine. Et évidemment, la Chine essaye de ne pas se laisser comme ça phagocyter, tel Gulliver, vous savez, empêtré, par ces coalitions. Donc vous voyez ça, c'est un conflit de civilisation que les Français connaissent bien. Ils l'ont vécu. Ils savent très bien comment ça finit. Ça finit par la guerre. Ils savent très bien que ça finit par un affrontement terrible entre la puissance de mer et la puissance de terre. Pour une fois, ça changera depuis 3 siècles, l'affrontement ne se fera pas à côté de la Belgique, ce qui est à la fois un soulagement pour nous, et en même temps, il faut bien que vous compreniez ça, c'est en même temps la preuve que nous ne sommes plus au cœur des grandes puissances. Pour la première fois depuis 4 siècles, nous sommes excentrés. Nous ne sommes plus au cœur de ce que le grand historien Fernand Braudel appelait le centre, le cœur de l'économie mondiale. Hein, voilà, nous n'y sommes plus. Nous sommes excentrés. Alors, pour le meilleur, parce que la guerre ne sera pas chez nous, et pour le pire, parce que la puissance, la richesse n'est plus là. Et puis, il y a un deuxième conflit des civilisations. Un conflit des civilisations moins classique, je dirais. Parce que là, vous avez compris que c'est le conflit entre États-nations, quoi, tout bêtement. Simplement, les États-nations sont énormes. Vous savez, des mastodontes, comme on dit le général de Gaulle. C'est la seule différence, mais sinon, c'est les mêmes logiques. Bon. Et aujourd'hui, nous avons un second conflit de civilisation qui nous concerne bien davantage, qui est le retour, alors on a eu le retour de la Chine, et là maintenant, on a aussi le retour de l'islam. Le retour de l'islam qui considère que lui aussi, comme la Chine, il y a beaucoup de points communs, il est fait pour dominer le monde
et qu'il est absolument scandaleux qu'il ne le domine pas. L'islam qui considère que sa civilisation est supérieure et qu'il ne comprend pas qu'elle ne domine pas. C'est ce décalage qui explique tout. C'est ce décalage qui explique exactement les conflits entre l'islam et l'Occident, et la France et l'Europe. Cet islam qui a lui aussi dominé tout un empire immense et pendant des siècles, et cet islam qui lui aussi, comme la Chine, a été colonisé, vaincu par les puissances européennes, coupé en morceaux, qui a été asservi par les puissances européennes et qui ne rêve que de revanche. Exactement comme la Chine, mais de façon tout à fait différente. La Chine, vous avez compris, elle a pris le chemin des pays européens eux-mêmes, c'est-à-dire la puissance économique, la puissance militaire, la puissance culturelle, pour prendre sa revanche sur des gens qui l'avaient supplanté et dominé. Le monde islamique n'a pas pris ce chemin-là. Il a pris un chemin qui lui ressemble, qui ressemble à son histoire, parce que chaque pays essaye de revenir à son âge d'or, dans son histoire. Et l'islam a connu tout simplement un âge d'or avec le califat islamique, avec la religion qu'ils ont imposée à des territoires immenses, avec leur Dieu, Allah, et avec la guerre, et même je dirais la guérilla, avec les pillages, avec ces affrontements courts mais brefs et sanglants, avec ces attaques soudaines qui ne laissent que peu de chance aux victimes. L'islam si vous voulez, je dis bien l'islam. Ça aussi, c'est une de mes grandes querelles avec le politiquement correct, c'est-à-dire que je ne dis pas islamisme. Je ne dis pas islamisme radical, je ne dis pas radicalisation. Tous ces termes qui sont inventés par nos bien-pensants pour protéger l'islam. L'islam, dans son texte même, est une religion guerrière. C'est une religion belliqueuse. C'est une religion qui n'est pas qu'une religion. C'est-à-dire où il n'y a pas seulement des prières, des pèlerinages, une spiritualité. C'est aussi un système juridico-politique qui s'impose à tous les individus et qui ne connaît pas le respect de la personne sur le modèle chrétien. La personne doit toujours se soumettre à Dieu et donc au groupe. Et ce groupe-là doit dominer, et comme disait Lévi-Strauss, vous voyez, Lévi-Strauss qui n'était vraiment pas ni quelqu'un de raciste, ni quelqu'un d'islamophobe, l'islam ne sait pas vivre avec d'autres religions. Elle ne sait pas ne pas imposer sa loi aux autres. C'est tout. C'est comme ça a toujours été comme ça. On nous explique aujourd'hui que l'islam a été une religion de paix. Oui, quand elle a gagné. C'est la paix dans l'islam. Et dans Dieu. Oui, ça c'est sûr que c'est la paix. Mais c'est la paix en étant soumis à l'islam. Sinon, c'est la guerre. On nous explique que c'est une religion de tolérance. Oui, de tolérance quand vous payez un impôt pour reconnaître la supériorité de l'islam. Et quand vous n'avez pas le droit d'avoir les mêmes habits que les musulmans et de traverser et de ne pas être sur le même trottoir. Ça s'appelle la dimitude. Je sais bien parce que mes ancêtres étaient comme ça. Donc je connais. C'est un régime que je connais. Donc ça c'est l'islam. Ce n'est pas l'islamisme, ce n'est pas l'islamisme radical. C'est la civilisation islamique avec ses grandeurs et avec ses férocités. Ce n'est même pas être insultant que de dire ça d'ailleurs. Je vais vous dire, les musulmans conséquents qui connaissent vraiment leur religion le savent. Certains s'en plaignent, d'autres s'en louent, mais en vérité ils le savent. Tout le reste est hypocrisie ou ignorance. Donc nous avons là une civilisation qui se réveille, qui lève la tête, et qui estime qu'il a un double atout, l'argent du pétrole. Et dans cette civilisation providentialiste, il faut bien vous remettre dans la tête d'une civilisation providentialiste que nous avons été. Il suffit de relire Joseph de Maistre, il suffit de relire certains pères de l'Église,
nous avons été, nous aussi, providentialistes. Hein, c'est tout le sarcasme de Voltaire dans Candide, contre les providentialistes, mais nous avons toute une civilisation chrétienne qui pense que la providence, ce qui arrive est preuve de la providence. Donc l'islam est providentialiste. Et donc le fait qu'il y ait du pétrole et qui enrichisse comme ça les États du Golfe prouve que l'islam est de nouveau en odeur de sainteté, j'allais dire, auprès de Dieu. Et deuxièmement, la démographie. Là aussi, de la même façon, vous savez très bien que dans toutes les civilisations traditionnelles, la démographie, les naissances sont un don de Dieu. Et la puissance repose sur la puissance du nombre. Eh bien, nous y sommes. Et nous avons tout simplement aujourd'hui une civilisation qui nous mène une guerre de civilisation par les trois moyens de ce que j'appelle le triptyque invasion, colonisation, conflagration. L'invasion, tout simplement, vous l'avez encore sous vos yeux ébahis, c'est ce qu'on appelle pudiquement les migrants. Les migrants ou les réfugiés, ou voilà. À partir du moment où il y a des millions de gens qui veulent venir chez nous sans qu'on leur demande notre avis, ça s'appelle une invasion, ça ne s'appelle pas des migrations. En français, ça a un nom, l'invasion. C'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui des pays, les pays européens, qui avons de façon très excessive ouvert leurs portes, ouvert leurs frontières. Nous n'avons plus de frontières, nous avons des frontières passoires, nous avons une idéologie qui interdit les frontières, qui au nom du progrès économique, au nom de la liberté des échanges, interdit et limite considérablement les frontières. Et donc, nous avons une population énorme qui se rue à nos frontières. Pour vous donner une idée des enjeux démographiques, en Afrique, il y avait 500 millions d'habitants dans les années 60. Aujourd'hui, il y a 1 milliard. Et en 2050, c'est-à-dire demain, il y en aura 2 milliards. Donc il suffit que 10% de ces 2 milliards débarquent chez nous, et c'est un basculement démographique inouï. Vous voyez, c'est rien du tout. Les rapports de force, c'est ça. Donc il faut bien comprendre que, à partir du moment où vous avez au sein de nos pays des élites qui organisent la venue incessante de migrants, comme on dit, on a des élites qui organisent l'invasion. Et il faut bien que vous compreniez pourquoi. C'est très simple. Pour des raisons à la fois philosophiques, idéologiques et pour des raisons économiques. Pour des raisons idéologiques, au nom d'une espèce d'universalisme frelaté, vous savez, la fameuse phrase de Chesterton, « Le monde est plein d'idées chrétiennes devenues folles ». Voilà, nous y sommes. L'universalisme chrétien est complètement dévoyé par un universalisme devenu fou qui estime que tout homme est un individu hors sol et que l'homme est réduit à sa condition de consommateur, et donc qu'il soit de n'importe quelle culture, de n'importe quelle race, de n'importe quelle origine, peu importe, pourvu qu'il consomme des Nike. Voilà, ça c'est l'universalisme consommateur. Et puis vous avez un intérêt économique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui l'organisation économique du monde repose sur les grandes villes, les grandes métropoles, où il y a les vainqueurs de la mondialisation. Et ces vainqueurs de la mondialisation, qui sont connectés au monde, ont besoin de domestiques. Voilà, ils ont besoin de domestiques pour leur livrer les sushis, pour leur livrer les pizzas, pour garder leurs enfants, pour travailler dans les restaurants, pour travailler un peu partout, dans les grandes villes. Et les domestiques, vous comprenez, les vieux peuples européens, français, anglais, ne veulent pas. Ils ne veulent pas, ils estiment qu'ils n'ont pas envie de faire ce métier, ils estiment qu'ils n'ont pas assez payé, etc. Donc il y a toute une organisation depuis 20 ans pour se débarrasser de ces peuples de souche qui ne veulent pas faire le boulot qu'on leur demande, et pour être remplacés par une population venue du Sud qui ne rêve que de ça. Et le nombre faisant le lien, vous comprenez, à partir d'un certain moment, dans les banlieues françaises, dans les banlieues anglaises, dans les banlieues même italiennes, le nombre fait basculer le rapport de force. Et les Français et les Anglais de souche sont obligés de quitter l'endroit où ils étaient parce qu'ils sont submergés par le nombre. Ils sont submergés par le nombre parce que le nombre fait que le mode de vie change. Vous savez, j'aime beaucoup citer une phrase d'Engels, le grand ami de Marx, qui disait « à partir d'un certain nombre, la quantité devient qualité ».
Cette phrase est absolument admirable, et je le dis sans ironie, parce que c'est exactement ce qui nous arrive. Dans les banlieues françaises, à partir d'un certain nombre, la quantité est devenue qualité. C'est-à-dire que l'assimilation s'est faite à l'envers. Donc ça, c'est ce que j'appelle la deuxième partie, c'est-à-dire la colonisation. À partir d'un certain moment, vous avez dans des endroits, dans des quartiers, dans des villes, le basculement civilisationnel qui se fait tout naturellement par le nombre. C'est qu'à partir d'un certain moment, vous vous assimilez au plus nombreux qui est le plus fort. Ou alors vous partez. Ou alors vous quittez, vous allez plus loin. C'est la fameuse France périphérique, chère au géographe Christophe Guilluy. Et on a découvert, tout à fait étonné, qu'en Angleterre, il y avait aussi une Angleterre périphérique. Et qu'aux États-Unis, il y avait aussi une Amérique périphérique, qui avait voté Trump, qui avait voté Brexit. C'est ça aujourd'hui, dans tout le monde occidental. Ces gens, ces peuples de souche qui sont à la France périphérique, à l'Angleterre périphérique, on n'a plus besoin d'eux pour faire tourner la machine économique mondiale. C'est ça le grand événement, la grande innovation incroyable. Il y aura toujours ou des immigrés ou des robots pour faire leur travail. Et donc on n'a plus besoin d'eux. Et donc on s'en débarrasse. D'ailleurs, la dernière façon de se débarrasser, vous allez voir, vous l'avez déjà vu venir, c'est le revenu universel. On va leur donner 1000 € et puis qu'ils ne nous cassent pas les pieds, quoi. Voilà, c'est ça aujourd'hui qui est en œuvre. Alors évidemment, on a les vainqueurs de la mondialisation, les peuples venus du Sud pour leur servir de domestiques dans les grandes métropoles, et les peuples de souche dont on n'a plus besoin, puisque dans les usines, elles sont en Chine, et pour servir les vainqueurs de la mondialisation, on a d'autres bien plus corvéables à merci. Simplement, ce peuple de souche vote encore, c'est ça le drame pour nos élites d'ailleurs. Vous aurez remarqué que depuis le Brexit, il y a une campagne formidable contre le suffrage universel. Ça ne vous a pas échappé. Tous ces gens-là ont redécouvert les vertus de Guizot et du suffrage censitaire. Vive Louis-Philippe, c'est moderne comme tout. Et oui, c'est ça la modernité, c'est Louis-Philippe. Ça vous aura échappé, mais c'est comme ça. Chateaubriand, puisqu'on citait Chateaubriand tout à l'heure, on aurait bien rigolé au moins. Moi, ça l'aurait fait rire. Voilà où nous en sommes. Invasion, colonisation, parce que dans ces quartiers, aujourd'hui, on n'est plus en France. C'est assez simple à comprendre. On s'habille comme dans l'Arabie du 7e siècle. Il y a le couvre-feu. Les filles sont priées de s'habiller de façon décente, c'est-à-dire ni en jupe, encore moins en jupe courte. Elles sont contraintes de rentrer à 10 h, sinon elles se font insulter, cracher dessus, etc. Les policiers ne rentrent pas dans ces quartiers. Vous avez vu récemment que, à la Grande Borne, quand les 2 flics se sont fait tirer dessus, leurs collègues ne sont pas rentrés, ça ne vous aura pas échappé. Ils ne sont pas rentrés ni pour se venger, ni pour arrêter les coupables. Et pourquoi ils ne sont pas rentrés d'après vous? D'abord parce qu'ils ont des ordres de ne pas rentrer, parce que sinon c'est des émeutes, et qu'ils ne rentrent jamais. Que tous ces endroits-là, il n'y a plus d'ordre républicain, la police ne rentre plus. Et des quartiers comme la Grande Borne, il y en a des dizaines. Alors, vous voyez, on nous dit c'est des zones de non-droit. Belle pudeur. Il n'y a pas de non-droit, il y a un droit. Il y a un droit, il est même vraiment appliqué de façon rigoureuse par les caïds et leurs bandes. Et je peux vous dire que ça rigole pas. Et il y a un droit islamique qui peu à peu fait son trou, son nid, et dans une alliance parfois un peu conflictuelle entre les imams et les caïds. Et chacun essayant de composer, vous savez, c'est la vieille alliance du sabre et du goupillon, on connaît ça. Sauf que là, c'est l'alliance de la Kalachnikov et du Coran. Aujourd'hui, c'est en France. C'est en France, c'est en Angleterre. En Angleterre, dans des quartiers de Londres, vous avez des jeunes gens qui se baladent avec des t-shirts islamiques police et qui surveillent les supermarchés pour qu'il n'y ait pas de vente d'alcool. Et qui surveillent les gens pendant le ramadan pour qu'ils ne mangent pas et qu'ils ne boivent pas. Et sinon, ils passent un mauvais quart d'heure. C'est en Angleterre et en France. Dans des villes comme toutes les villes de banlieue, ou pas seulement de banlieue d'ailleurs, à Avignon, dans d'autres villes, je ne vous parle pas de Saint-Denis et de toute la banlieue parisienne, évidemment. Ça, c'est la France d'aujourd'hui. Et on en revient, vous voyez, au fameux mot de François Hollande, la partition. Il voit juste, François. Oui. Vous riez, mais il voit juste. Il est lucide.
Le problème, c'est qu'il est impuissant, mais il est lucide. Vous savez, c'est ça, c'est le grand drame moderne. C'est pas la bêtise, le grand drame moderne. C'est le manque de volonté, le manque de l'incapacité à faire. Et vous avez donc invasion, colonisation et conflagration. Les attentats qui tombent comme ça, on a l'impression que ça tombe du ciel. On vous explique, j'ai écouté à la radio, je ne sais pas si vous avez entendu ça, la publicité pour la déradicalisation. C'est à mourir de rire. C'est à mourir de rire. On a l'impression que c'est un gamin qui croit à n'importe quoi, à tous les complots du monde, un pauvre gosse qui est perdu, et des parents qui sont affolés. On se fout de nous, quoi. Pas une seule fois, le mot islam n'est prononcé, évidemment. Ça en est comique, en fait. Ils sont assez drôles. Ils inventent des concepts. La radicalisation. Radicalisation de quoi? D'où ça vient? On ne sait pas. Ça vient, ça tombe du ciel, comme ça. C'est la radicalisation. Donc évidemment, vous avez compris que la conflagration naît de l'invasion et de la colonisation. Évidemment, tous ces jeunes gens, il suffit pour eux de lire le Coran. Et ils savent ce qu'il faut faire. Le djihad fait partie des instructions coraniques. Et elle n'a jamais été mise en cause par quiconque, même par les philosophes musulmans les plus tolérants, les plus rationnels, comme Averroès. Même Averroès, qu'on nous cite tout le temps, il défend l'idée du djihad. Même les soufis, vous savez, cette secte musulmane qui est beaucoup plus spiritualiste, beaucoup moins ritualiste que les autres, mais ne remet pas en cause le djihad. Le djihad est une instruction de Dieu. Et comme toutes les instructions coraniques, elles sont des instructions divines qui sont directement données par Dieu, qui ne passent pas par les hommes, contrairement aux évangiles ou à la Torah, et encore qui ne peuvent pas être discutées, contrairement à la théologie chrétienne ou au Talmud. D'ailleurs, Tariq Ramadan le reconnaît lui-même, il n'y a pas de théologie islamique. Et pour cause, puisque ça passe directement et ça doit être appliqué strictement. Donc ces jeunes gens ne sont absolument pas coupables, comme on l'entend, ne sont absolument pas des imbéciles qui ne connaissent pas leur religion. Au contraire, ils ont un projet théologico-politique qui s'appelle l'islam. Voilà, c'est cela, les attentats terroristes, c'est ça, ces gens-là qui ont l'impression, on a l'impression qu'ils débarquent comme ça. À Nice, je lisais, alors il s'est disputé avec sa femme, il était en instance de divorce, et donc il a tué 100 personnes. Le bras nous en tombe, quoi. Parce que si tous les gens en instance de divorce, tu prenais un camion sur la promenade des Anglais et tuais 80 personnes, ça ferait, il y aurait remarqué, ça dégagerait là, hein. Et donc, pour la sécurité sociale, ça serait bien. Mais bon, à part ça, on se moque de nous, quoi. On nous raconte n'importe quoi. Voilà. Donc, il faut bien que vous compreniez qu'il y a une logique, civilisationnelle, politique, économique, que cette situation que nous vivons et que nous allons continuer de vivre ne tombe pas du ciel. Simplement, voilà, il y a aujourd'hui les peuples européens qui ont pris conscience de ce grand danger. Vous savez, d'habitude, dans l'histoire, c'est les élites qui guident les peuples. Là, nous avons des élites qui sont passées à autre chose, qui ne veulent plus guider leur peuple, qui ne veulent plus les connaître, qui sont dans une espèce de monde à eux, à elles plutôt. Vous savez, le grand sociologue américain Christopher Lasch avait prédit ça dès les années 70-80. Il appelait ça la révolte des élites. Comme quoi, il y a des gens très lucides et qui voient venir les choses. Donc voilà, nous vivons la révolte des élites et aujourd'hui, les peuples se révoltent contre cette révolte des élites. Voilà, il y a un affrontement terrible entre le peuple et leurs élites, entre le peuple et un autre peuple que les élites ont fait venir et qui se sont amalgamés à ces élites. Vous avez bien vu, c'est très intéressant aujourd'hui, je vous conseille à chaque élection de regarder les rapports sociaux des votes. C'est toujours les mêmes choses. Vous avez toujours les mêmes strates sociales. Vous avez toujours d'un côté les CSP+, les enfants de l'immigration, les femmes des grandes villes,
Et puis vous avez de l'autre côté les classes populaires, dans les petites villes, dans le rural américain, dans les villes sinistrées anglaises. Vous voyez, c'est toujours la même chose. Toujours. Voilà. Vous avez un affrontement entre deux peuples, en vérité. Pour l'instant, il n'est qu'électoral. C'est tout ce que je peux vous dire.